Anne Genetet. On va prendre une situation très concrète. Le CHU de Nantes, un appel à la grève illimitée qui a débuté ce dimanche. Des revendications sur les salaires trop bas qui impactent l'attractivité des hôpitaux publics, mais surtout des conditions de travail qu'ils considèrent insupportables à la cause de la chaleur. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir à ces personnels hospitaliers ? Mais que je comprends leur désarroi parce qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. On parle souvent des patients qui sont hospitalisés, mais enfin les patients sont accompagnés par des soignants. Et les soignants aussi ont besoin de travailler dans de bonnes conditions. Alors il est bon que nos hôpitaux, heureusement, soient climatisés dans les blocs opératoires, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que les salles de soins, les salles de repos, que les chambres des patients puissent l'être également, en tout cas rafraîchies, voire climatisées, en fonction des conditions climatiques extérieures. Ce qui veut dire que vous concédez une forme d'impréparation de l'exécutif ou du moins de retard à l'allumage sur ce sujet de la canicule. Cette année, on est plus de 20 ans après l'énorme canicule de 2003 qui avait fait 15 000 morts en France. Absolument, et longtemps après celle de 1911, déjà à l'époque. C'est vrai, on l'a oublié. On l'a oublié, mais il y avait déjà eu à ce moment-là une très grosse canicule. Je crois qu'on a du mal justement culturellement à accepter. On s'est beaucoup préparé aux enjeux du froid, on s'est protégé du froid. Depuis de très nombreuses années. Puis ensuite, le changement climatique nous a fait nous préoccuper de l'émission des gaz à effet de serre. C'est une très bonne chose. On a fait des bâtiments Qui résistent au froid. Absolument, et qui sont très bas en émissions de carbone. Ça, c'est très bien. Et on a eu du mal culturellement à comprendre que maintenant, l'autre phénomène, c'est d'empêcher la chaleur de rentrer dans les bâtiments. Or, un bâtiment qui se protège du froid n'est pas du tout conçu de la même manière qu'un bâtiment qui se protège du chaud. Et ça remet en cause tous nos mécanismes, tous nos règlements. Ça n'est pas qu'une question d'exécutif, c'est très globalement dans l'ensemble de la société, tout ce que nous, collectivement, devons entreprendre pour nous protéger de cette chaleur. Très concrètement, pourquoi a-t-il fallu attendre juillet 2026, je parle de l'hôpital, pour que l'État lance son plan pour adapter tous les établissements de santé aux épisodes de chaleur et l'acquisition des fameux 30 000 climatiseurs mobiles, des phénomènes extrêmes de la météo? On ne les a pas découverts il y a quelques semaines. Alors non. Et d'ailleurs, il y avait un plan d'adaptation au changement climatique qui avait été lancé par Gabriel Attal quand il était Premier ministre, déployé, coordonné, préparé par le gouvernement suivant. C'est au moment du gouvernement Barnier qu'on a eu les financements nécessaires. Enfin, ça prendra énormément de temps. La difficulté, ce qui a été mis en œuvre là, c'est la réaction d'urgence à la situation d'urgence. Et c'est ça maintenant qu'il faut qu'on corrige, qu'on arrête de réagir à l'urgence. On prépare des plans d'urgence et il en faut toujours un plan sec, chaleur extrême. Mais maintenant, il faut passer à la préparation. On aura déjà tout l'hiver pour se préparer à l'été prochain. Vous parlez de ce plan national d'adaptation au changement climatique. Le problème, c'est que les montants associés à ce fonds, ils ont singulièrement baissé depuis le moment où il a été lancé. 2,4 milliards il y a 2 ans. On n'est plus qu'à 800 millions et quelques cette année. Ça, c'est pour le fonds vert. Est-ce que c'est une faute politique? Ça, c'est pour le fonds vert. Alors, la difficulté, c'est qu'on a des choix et des arbitrages à faire dans les conditions budgétaires que nous connaissons en permanence. Donc là, ça ne nous a pas empêché néanmoins de débloquer 100 millions pour les hôpitaux. Nous avons une enveloppe de 600 millions également pour préparer. Ça, 100 millions, c'est l'urgence, 600 millions, c'est pour la durée. Donc voilà, il va falloir aussi voir, à l'automne prochain, nous aurons des discussions budgétaires. Où mettrons-nous les moyens dont nous avons besoin? Quelles sont les priorités que nous nous donnerons? Moi, je souhaite que le changement climatique soit une prise de conscience et notamment qu'on pense à 3 publics fragiles, les personnes âgées évidemment, les enfants, les très jeunes et tous les patients que nous avons dans nos hôpitaux. Au minimum, les patients et les soignants. Sur l'hôpital, est-ce que vous considérez que toutes les leçons ont été véritablement tirées de la période Covid? Est-ce qu'on a vraiment été au bout de ce Ségur de la santé où on devait faire la révolution à l'hôpital et reconnaître un petit peu le mérite de ces professions de santé? D'une manière générale, ne jamais penser qu'on a tout compris d'un coup. Ça, c'est une règle de vie pour tout le monde, je crois. Et se dire que nous avons, mais même pour nous au quotidien, et pour les politiques, bien évidemment, nous avons compris des choses avec le Covid, mais nous apprenons constamment. Il faut savoir en permanence être en alerte et se dire, tiens, là, il y avait tel événement que je n'avais pas anticipé, je ne l'avais pas prévu. Je dois être capable aujourd'hui de m'adapter et de réagir. Et ça, c'est vrai pour tout. Donc, progressons, continuellement, apprenons, et essayons de toujours améliorer le quotidien de nos concitoyens. Donc, le politique n'a jamais à être comptable, finalement. Ah, j'ai pas dit ça. J'ai dit que nous devions tous avoir conscience des enjeux de ces fortes chaleurs, de ces vagues de très forte chaleur. Et notamment, bien évidemment, le gouvernement apparaît notamment comme un coordinateur. Vous savez, les sujets sont transversaux. Ce n'est pas un ministère tout seul. Chaque ministère est concerné. Il faut un pilote dans l'avion. Évidemment, il y a un Premier ministre pour ça. Il y a donc d'ailleurs M. Lecornu qui avait annoncé le plan pour les hôpitaux. Et parfois des intérêts qui ne sont pas forcément convergents. Je pense par exemple à la ministre de l'Agriculture, par exemple, et à la ministre de la Transition écologique, qui ont parfois des agendas ou des objectifs ou des populations à servir qui ne sont pas exactement les mêmes avec les mêmes objectifs. C'est bien pour ça qu'on a un Premier ministre qui est là pour coordonner tout le monde et les mettre d'accord et faire des arbitrages. Arthur de Vatrigan, une question pour ça marche très bien depuis quelques années, comme chacun voit. Mais moi j'ai une question, parce qu'il y a là la canicule l'été, on a les virus l'hiver, et à chaque fois on voit
que dès que ça dépasse un peu ce qu'on avait pensé, on voit la clochardisation de nos institutions et de nos organismes, et puis de l'hôpital, de l'école, bref, à chaque fois qu'il y a un problème, tout est catastrophique, ce qui est vrai. Vous avez dit qu'il fallait une prise de conscience du changement climatique, du réchauffement climatique. J'ai l'impression que cette prise de conscience, elle existe depuis longtemps, mais elle a été orientée surtout pour sauver la planète au détriment des hommes. Comment expliquer cette soumission au despotisme moral de l'idéologie verte, qui n'en a d'ailleurs que le nom? Alors, je vous rejoins sur un point. Je pense que l'écologie dogmatique nous a fait beaucoup de mal. Là, je suis très claire là-dessus, j'en suis absolument convaincue. Nous avons compris, moi je suis de la génération du premier choc pétrolier de 73, où j'ai vu la prise de conscience que nous avons eue à ce moment-là, des dépendances que nous avions par rapport aux énergies fossiles et de l'enjeu de se protéger. On a été l'un des premiers pays d'ailleurs à très bien réagir à ça. Puis la prise de conscience du changement climatique nous a fait réagir par rapport aux gaz à effet de serre. Et pour autant, il y a d'autres enjeux qui n'ont pas été pris en compte, notamment directement pour nos concitoyens. On l'a vu sur les enjeux de ruralité. Quand on dit aux gens qu'il faut une voiture électrique alors qu'elles ne sont pas encore capables, à l'époque, elles n'étaient pas encore capables de faire 200 km, vous n'avez pas une voiture électrique. C'est cette idéologie totalement dogmatique qui nous a je pense, fait prendre beaucoup de retard. Arnaud Benedetti. Arthur a anticipé ma question, parce que c'était la question que j'allais poser, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous avez été finalement l'otage, j'allais dire, de la philosophie du président de la République, et cette philosophie du en même temps qui consiste finalement, d'une certaine manière, à prendre des bouts, j'allais dire, d'aspiration des différents courants politiques de la vie française. Est-ce que finalement, on n'arrive pas à la limite, là, d'une certaine façon, du macronisme de gouvernement? Écoutez, on le voit sur la question de l'énergie, et même sur la question de la climatisation, puisque quand même, on est très en retard dans les plans de climatisation. Alors, je crois surtout que moi, je regarde devant moi, j'entends ce que vous dites, mais sur le plan des enjeux de l'écologie, à la fois, alors on peut parler de la protection de la planète, simplement le confort de vie tous les jours. Là, on est dans le confort de vie face aux fortes chaleurs. Oui, on était aussi dans le confort de vie face au froid, face aux inondations, parce qu'on a des phénomènes climatiques excessifs. Et on peut dire aujourd'hui, franchement, en toute objectivité, et c'est pas moi la politique qui le dit, il y a sûrement de rapports qui l'ont démontré, tout ce qui a été fait sur l'écologie depuis 9 ans maintenant, on n'a jamais fait autant sur la protection de notre environnement, de notre quotidien, en termes environnemental et dans la lutte contre le réchauffement climatique depuis 9 ans. Maintenant, que certains disent, sur le plan idéologique, on n'a pas fait assez, je l'entends. Que certains disent que parfois, on a été un peu trop idéologique. Je pense par exemple, quand on a réduit la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes, pour des enjeux Édouard aussi... Philippe. Édouard Ça lui a Philippe, coûté exactement. cher. Exactement. Et là, il faut reconnaître que ce n'était pas forcément adapté, parce qu'on n'a peut-être pas pris en compte suffisamment l'opinion et le mode de vie, le quotidien de nos concitoyens. Mais en même temps, on a une responsabilité politique, sans être dogmatique, ça j'y tiens, d'accompagner nos concitoyens sur la prise de conscience de l'importance de réagir et d'anticiper ces grands phénomènes climatiques qui vont finir par nous mettre en difficulté à tous égards, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'alimentation, sur le plan du travail, sur le plan des écoles et des hôpitaux, etc. Anne de Janté, ce que vous dites fait réagir Arthur de Vatrigan. Oui, parce que vous dites, depuis 9 ans, on a fait des choses très bien pour préserver l'environnement, avec plein de réglementations environnementales, j'entends, c'est vrai. Mais un exemple, pendant la canicule de juillet, donc il y a quelques jours, EDF a été contraint d'arrêter 3 réacteurs en raison de la réglementation environnementale, ce qui a fait que vous arrêtez 3 réacteurs, les prix de l'électricité explosent au moment où on utilise la clim. Je suis pas certain que le type qui paye sa climatisation, qui va voir sa facture à la fin, dit j'ai sauvé 3 lecs et 2 oiseaux, mais par contre j'ai payé 1000 euros d'électricité. S'agissant des centrales nucléaires, on le sait, il y a un mécanisme de refroidissement par l'eau, notamment, et au moment des fortes chaleurs, la température de l'eau peut ne pas suffire pour refroidir, donc on peut être contraint d'interrompre le fonctionnement de réacteurs. Oui, on le sait. Je n'ai pas la technicité qui vous permet de dire comment on peut répondre à ça et de quelle manière on peut éviter la fermeture des réacteurs, mais en tout cas, nettement, il n'avait pas été anticipé une telle hausse des températures de l'eau pour le refroidissement de nos réacteurs. Donc j'espère que ça fait partie du plan d'adaptation et qu'on saura répondre à ça. Par ailleurs, je rappelle aussi que c'est là aussi que le renouvelable peut prendre le relais. Par forte chaleur, c'est souvent qu'on a beaucoup de soleil, et donc notamment tout ce qui est panneaux solaires peut permettre de compenser dans sa production les ralentissements ou les fermetures de réacteurs temporaires liés à l'élévation des températures extérieures. Arnaud Benedetti. Non, mais la question du nucléaire est très intéressante, parce qu'il y a eu un changement de pied quand même d'Emmanuel Macron sur très le louable. Sujet, clairement. Mais enfin bon, au début, quand même, il s'est inscrit dans la politique de François Hollande, quand même, fermeture de Fessenheim. Fermeture de Fessenheim, justement. Est-ce que vous regrettez la fermeture de Fessenheim, par exemple? Alors, je vais vous dire, est-ce que à ce moment-là, l'opinion publique était-elle prête ou pas à dire finalement non, il ne faut pas fermer Fessenheim? Je ne vais pas refaire le passé. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a compris
que la production d'électricité devait être un mix à la fois de nucléaire et de renouvelable. Et c'est ça vers quoi il faut tenir absolument et sortir. On a fait des erreurs dans le passé, mais ce n'est pas dans l'analyse des erreurs constamment qu'on va aujourd'hui assurer la production d'électricité de demain. On a fait des choix aujourd'hui qui sont clairs. On a un mix nucléaire, en plus pas cher et décarboné et renouvelable, et c'est ça qu'il faut continuer à déployer. Les choix énergétiques, la gestion de la canicule, Anne Genetet, est-ce que ça devrait relever du quoi qu'il en coûte, ou en 2026, plus rien ne peut relever du quoi qu'il en coûte? Alors je crois que dans le quoi qu'il en coûte, là, on est sorti de ça, on n'est pas dans une situation de crise qui nécessite d'aller vers un quoi qu'il en coûte. On a d'ailleurs fait un quoi qu'il en coûte qui parfois était un peu trop long pour qu'on en tire les leçons pour le coup. Aujourd'hui, il faut avoir un budget raisonnable, et on sait qu'aujourd'hui, ce qui est dans les finances publiques de la France, ce qui crée notre déficit chaque année, c'est notamment la branche assurance maladie, c'est la branche retraite, et c'est là qu'il va falloir se poser beaucoup de questions. Sauf que ça coince à l'hôpital, ça coince dans les crèches, des crèches incitées très directement à anticiper les prochaines vagues de chaleur en prévoyant les équipements adéquats. C'est la Caisse nationale d'allocation familiale qui a lancé cet appel ces derniers jours. Est-ce que c'est à elle de payer, et donc à l'État par exemple? Écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est tous responsables par rapport à ça. Je ne sais pas vous dire si c'est localement, vous pouvez avoir des crèches privées, des crèches publiques, des crèches communales, des crèches départementales. Donc, chacun a une part de responsabilité pour, au bout du compte, se dire, l'enjeu, c'est d'assurer l'accueil de nos enfants dans des conditions sanitaires acceptables et des conditions de travail correctes également pour les personnels de ces crèches. Et mettre des ventilateurs, c'est pas non plus un prix démentiel. Quand on voit un quart des écoles qui renoncent à accueillir les enfants, quand on voit la moitié des crèches qui réduisent leurs horaires ou qui ferment pour cause de canicule, est-ce que ça devrait exister quand on vit dans le 7e pays le plus riche au monde? Ça n'est pas acceptable, car de toute façon, si vous prenez l'exemple ou des crèches ou des écoles, les enfants qui ne sont pas accueillis, ce sont des enfants qui, chez eux, seront justement sans doute dans des bouilloires thermiques. Donc il faut pouvoir les accueillir, et avant d'aller vers un plan de climatisation, on a quand même des plans de rafraîchissement, des plans de circulation d'air, on a des choses à faire avant de pouvoir déployer. D'abord, il faut les avoir les appareils, il faut les avoir les installateurs, il faut avoir mais quand on les commande, ils n'arrivent pas. Donc, mais parce que là, on est dans l'urgence. Là, il va falloir aussi se poser et déjà mettre un ensemble de mécanismes qui permettent de brasser l'air et de le rafraîchir. C'est déjà une première étape. Il faut les produire aussi. Il faut les produire. J'espère qu'on pourra faire des ventilateurs aussi en France ou en Europe. Oui, et qu'on ne sera pas dépendant des Chinois. Dans l'urgence, on est toujours dépendant des Chinois. Comme pour le reste. Arthur de Vatrigan. Comme pour les masques et tout, comme à chaque fois. Mais est-ce que l'un des problèmes principaux ne sont-ils pas que la France souffre d'une centralisation excessive? Et c'est pas avec une présidence jupitérienne que ça s'est arrangé. Regardez l'exemple des ventilateurs. On a eu des exemples de parents qui ont apporté des ventilateurs soit dans des crèches, soit dans des écoles. Et qu'est-ce qu'on leur a dit? Non, vous pouvez pas, il faut remplir le formulaire AB, puis ensuite il faut l'envoyer à telle personne, à tel service qui va le recommander, et vous suivez tout le processus, vous aurez le climatiseur à Noël. Le problème, c'est que cette centralisation excessive, elle empêche toute agilité d'action publique. Est-ce qu'on ne souffre pas? C'est surtout la bureaucratisation, en l'occurrence. Bureaucratisation et centralisation. Alors, il faut trouver... On crève d'un manque de subsidiarité. Vous avez tout à fait raison, je vous rejoins absolument. D'abord, c'est pas le président de la République qui va décider, qui va dire où il faut des ventilateurs ou de la climatisation. C'est pas son rôle. Lui, il nous donne un cap, on va s'arrêter là. Mais en revanche, vous avez raison sur la centralisation excessive et la bureaucratisation excessive. Il faut vraiment donner de l'agilité. Moi qui travaille sur les enjeux d'école, alors là, je vous rejoins complètement. Et apporter un ventilateur pour l'installer, enfin franchement, quand on est dans des situations comme ça, je ne vois pas pourquoi on s'y opposerait. On crève un peu de ça sur plein de sujets. Là, vous avez le sujet de la vague de chaleur, mais il y a d'autres sujets sur lesquels il faut pouvoir aussi réagir. Je comprends qu'il y a des enjeux de sécurité. Il faut pouvoir doser entre ce qui est des normes et qui nous protège aussi, qui protège nos concitoyens au quotidien, mais l'excès de normes peut devenir un blocage pour déployer des solutions intelligentes. Donc c'est cet équilibre qu'il faut faire intelligemment, et en donnant de l'agilité au terrain, évidemment, on avance beaucoup plus vite. Et on va plus loin. Les personnels éducatifs, Anne Genetet, qui doivent être protégés de la chaleur et qui doivent être protégés tout court. À ce titre, vous venez d'être nommée présidente de la mission d'information sur les mesures de protection de ces personnels éducatifs. Cela fait suite directement à l'assassinat de Samuel Paty. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce que les financements vont être au rendez-vous, Anne Genetet? Eh bien, je vais vous dire une chose d'abord. J'ai été très frappée d'une chose. Depuis que j'ai annoncé cette nomination, j'ai reçu un nombre d'emails incroyable de professeurs, de chefs d'établissement qui m'ont dit « Merci d'avoir cette mission, voilà ce qui m'est arrivé, je n'ai pas été soutenue par ma hiérarchie, je voudrais témoigner dans cette mission ». Donc je pense que cette mission va être formidable et je voudrais qu'elle permette au personnel de parler et à l'institution de comprendre qu'elle doit, je l'avais dit quand j'étais ministre,
une institution doit d'abord soutenir les personnels qui y travaillent. Mais avec quels objectifs concrets pour ces personnels ? Moi, je veux que mes personnels soient protégés, qu'ils n'aillent pas à l'école en ayant la peur au ventre, que leurs enseignements ne soient pas contestés, qu'ils puissent être respectés dans leur autorité statutaire. Ce n'est pas de l'autoritarisme auquel j'appelle, c'est l'autorité statutaire. Et c'est possible, j'en ai parlé avec des gens qui sont spécialistes notamment de ce qu'on appelle des comportements, on va dire explicites, c'est un peu technique, mais peu importe. On a des solutions, elles existent. Et là aussi, la centralisation excessive empêche parfois les équipes de se parler entre elles et de partager les bons retours et les bonnes expériences. Consensus partagé entre vous, Anne Genetet, médecin généraliste et député Ensemble pour la République des Français établis hors de France. Merci d'avoir été avec nous dans cette Europe 1 Soir.